déjà l'objectif de cette session. Je partage avec vous ceci, mais comme j'ai dit dans la discussion après, on pourra davantage avoir un moment pour échanger, pour en les détails. Premier point, c'est de démystifier le processus de la publication d'articles. Vraiment enlever le mystère qu'il y a derrière. Voilà, comme Ahmed a pu le dire tout à l'heure, hein, de pouvoir être autonome, de pouvoir être libre dans ce processus-là. Également, de présenter les grandes étapes. Je crois que ça rejoint notre objectif évoqué tout à l'heure, avoir plus de connaissances. Et surtout, en bonus, ça c'est pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, partager une liste de 800 journaux, je dis bien 800 journaux dans lesquels vous pourrez publier gratuitement. Voilà, parce que ça, c'est l'une des questions qui me revient assez fréquemment. Combien ça coûte de publier? On m'a demandé 100 000 francs, on m'a demandé 200 000 francs, ainsi de suite. Ben, je vais vous partager, j'ai bien dit, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, vous partagerez une liste de 800 journaux dans tous les domaines de médecine essentiellement, pédiatrie, psychologie, biochimie, etc., où vous pouvez publier gratuitement sans rien dépenser comme frais de publication. OK, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, mon nom c'est Dr. Guy Wafeu, je l'ai dit au début. Je suis médecin de formation, je suis statisticien également et chercheur et entrepreneur. Et quand on m'écoute, on a l'impression que ça fait 30 ans que je fais ce que je fais. Et non, ça fait à peine 5 ans que je suis vraiment entré dans la publication d'articles. Et en 5 ans, j'ai publié plus de 30 articles que j'ai moi-même rédigés et qui sont actuellement publiés. Vous pourrez vérifier en allant sur PubMed, vous tapez Guy Wafou, vous aurez des articles, parmi lesquels il y a 3 revues systématiques. On verra tout à l'heure dans les types d'articles dont je suis auteur et quelques-unes qui sont en cours en ce moment, pour lesquelles je suis en train de travailler. Et à côté de ça, je suis coordonnateur de Cochrane Cameroun. Cochrane, c'est une organisation internationale qui est essentiellement spécialisée dans l'utilisation des données de la recherche pour informer les décisions. Décisions en santé, décisions en santé publique, etc. Je suis également coordonnateur du groupe qu'on appelle BMR, Building Medical Research in Africa. On aura à la fin quelques mots sur c'est quoi le BMR. Également, je fais des consultations à l'échelle internationale en matière de recherche quantitative. L'organisation qu'on appelle 3IE, vous pourrez regarder sur Internet pour voir à quoi ça renvoie, et Graph Network. Et dans toutes ces activités, ce sont des activités qui impliquent la rédaction scientifique, la rédaction d'articles. Et c'est fort de toute cette expérience, en fait, que je peux partager avec vous comment est-ce qu'on fait pour rédiger un article, comment est-ce qu'on entre dans ce processus et quels sont les éléments clés qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'il s'agit donc de rédiger un article. Et comme vous voyez, dernier point, je suis un passionné de recherche et de statistiques. Ceux qui me connaissent savent que je peux parler de la recherche toute la soirée jusqu'à demain matin. J'ai vraiment pas de souci avec ça. Et voilà, c'est ce à quoi je suis engagé à travailler. OK, assez rapidement, juste un petit rappel, ce que c'est la recherche, parce que si on parle de publication d'articles, ça suppose qu'on a fait un travail de recherche qu'on veut publier en général. Voilà. Et lorsqu'on parle de recherche, en fait, c'est une méthode systématique qui va permettre de résoudre un problème ou alors d'apporter une nouvelle connaissance. En général, lorsqu'on va formuler une idée de recherche, la question va être, c'est quoi le problème qu'on veut résoudre? C'est quoi la connaissance qu'on veut apporter? Et c'est ça qui fonde le processus de la recherche. Et le but, en général, c'est de pouvoir informer les décisions qui sont prises. Honnêtement, si la recherche ne va pas servir à améliorer la santé des personnes à travers les décisions, elle ne sert à rien. Et vous comprendrez pourquoi la publication devient une étape cruciale. Parce que si je fais un travail de recherche que je garde dans mon tiroir avec mes photos de soutenance et tout le reste, et à la fin, je ne peux pas rendre public, je n'aurai pas atteint l'objectif. Et ça nous amène donc à pourquoi est-ce qu'on publie? J'aurais pu ouvrir le micro, voilà, pour que chacun puisse nous dire quelles peuvent être les raisons pour lesquelles on est amené à publier. Mais il y a quelques-unes qu'on a recensées. Première raison, c'est pour des raisons scientifiques. Voilà. Et ça, c'est normalement la principale raison pour laquelle on doit publier un article pour partager ce qu'on a trouvé comme résultat afin d'améliorer la pratique clinique. Et là, on a ce qu'on appelle evidence-informed approach ou approche basée sur les données
probantes qui sont en fait de pouvoir prendre des décisions sur la base des résultats des travaux de recherche. Et pour que ce soit fait, il faut que ces travaux-là soient publiés. Également, une autre raison non négligeable, c'est pour des raisons académiques et professionnelles. Il se trouve que dans beaucoup d'institutions, on va classer les chercheurs, classer les enseignants, classer les scientifiques en général sur la base de leurs publications. Voilà, et c'est important pour avoir la notoriété dans un domaine d'être capable de publier, de faire connaître les résultats de ces travaux de recherche. Également pour des raisons institutionnelles. En réalité, les universités en général sont classées, entre autres critères, sur la base du nombre de publications qui sont faites par les chercheurs de cette institution-là. Là, je crois que c'est un classement de 2014, je pense, des principales universités, des meilleures universités au monde. Et ça, c'était basé essentiellement sur les publications qui sont faites dans ces universités-là. Et ne cherchez pas le drapeau du Cameroun, vous ne risquez pas de le trouver de sitôt, mais bon, même pas d'un pays africain. Et on verra dans la suite pourquoi. Parce que justement, en termes de publication même, il y a un gros gap à combler dans notre environnement. Aussi, un élément que j'apprécie particulièrement, c'est publier pour un développement intellectuel personnel. En réalité, je peux vous rassurer, lorsque vous relisez un article et que vous le publiez, un second, un troisième, ainsi de suite, à la fin, vous avez un meilleur raisonnement clinique. Et j'ai apprécié justement la raison que l'une des personnes a évoquée tout à l'heure en disant, je veux pouvoir analyser un article. Et un secret que je peux vous donner, c'est que si vous voulez apprendre la recherche, apprenez à rédiger des articles. Parce que pendant que vous rédigez un article, je peux vous garantir, toutes les compétences de recherche sont mises en œuvre. Conception de l'étude, type d'étude, taille d'échantillon, analyse des données, commentaires, tests statistiques, tout le reste. Vous avez besoin de tout ça. Et c'est pour ça que c'est un bon élément pour le développement intellectuel et même pour pouvoir rédiger et mieux s'exprimer lorsqu'on est en train de parler. Et une des raisons, pas des moindres aussi, c'est la satisfaction personnelle. Voilà, tous ceux qui sont auteurs d'un article vous diront, la première fois qu'on est auteur ou qu'on voit son nom apparaître dans un journal, surtout quand on est premier auteur, il y a un sourire là vraiment qui nous prend, qu'on a aux lèvres et qui n'a pas envie de s'arrêter. Voilà, c'est vrai qu'avec le temps, plus on en publie, on perd un peu cette satisfaction-là, mais c'est un élément qui en soi est important. Donc voilà en gros quelques raisons pour lesquelles les personnes vont souvent publier des articles et qui justement justifient le fait que nous ayons cette séance de ce soir parce que certainement, vous allez vous retrouver dans au moins l'une de ces raisons-là. Et il faut faire attention à ceci. Vous avez probablement entendu parler de ce concept de publish or perish. C'est un concept qui fait allusion au fait que beaucoup de scientifiques, beaucoup de chercheurs ont tendance à vouloir publier juste pour publier, pour ne pas disparaître de la carte. Et la conséquence, c'est que souvent on se retrouve avec ce qu'on appelle des articles saucissons, n'est-ce pas, qu'on a découpés. Quelqu'un qui fait une étude et qui décide de faire de cette étude-là quatre petits articles. Parce qu'il a une approche de dire, il faut que je publie au maximum. C'est vraiment pas ça l'objectif pour lequel nous faisons ceci. Parce qu'il y a suffisamment de possibilités, suffisamment de travaux de recherche qui peuvent être faits pour éclairer les décisions et pour faire des publications qui sont utiles et pertinentes. Très bien. Quels sont donc les prérequis pour pouvoir publier un article? Et là, on commence à entrer déjà dans pouvoir démystifier le processus de la publication. Mais on va commencer avec quelques définitions. Déjà, c'est quoi un journal scientifique? Voilà, parce qu'il faut quand même savoir dans quoi on se met. Il y a souvent cette confusion qui se fait entre l'éditeur, le journal, etc. Donc, le journal, c'est une structure dont le but est de rendre publiques les informations dans le domaine médical et en gros de permettre la communication entre les scientifiques. C'est ça un journal. C'est comme le journal des faits divers, c'est comme le journal d'économie, un journal scientifique. C'est vraiment, je veux rendre public des informations dans le domaine de la santé ou de la science en général. Vous avez quelques logos de certains journaux, BMJ, Pan African Medical Journal, etc. Et je crois qu'il existe plus de, du moins ce qui est indexé sur PubMed, plus de 12 000 journaux dans le domaine de la santé. Donc, pour dire qu'en fait, il y a tellement de journaux qui existent, bien sûr, des grades et des catégories différentes, mais c'est vraiment ça le job, c'est ça le rôle. Après, on a ce qu'on appelle un éditeur, qui justement est différent d'un journal. L'éditeur, en réalité,
c'est celui qui s'occupe un peu comme de la gestion, du management qu'il y a derrière le journal. C'est lui qui va mettre en forme, qui va interagir avec les auteurs, qui va chercher ceux qui vont relire, qui va assurer la publication, le maintien en ligne, etc., etc. Et ça qu'on appelle l'éditeur. Et en anglais, l'expression, c'est publisher. Alors, on a par exemple Elsevier, on a Indawi, qui sont des éditeurs de journaux et qui, dans leur portefeuille, donc, ont une série de journaux dans lesquels ils vont publier les articles qui sont soumis par les auteurs. Très bien. Maintenant, c'est quoi un article scientifique, donc, plus précisément, plus concrètement? C'est un rapport qui est écrit et publié et qui décrit de manière précise un travail scientifique original. Donc, c'est vraiment comme un compte rendu d'un travail qui a été fait et qui se fait en suivant certains éléments bien précis. Ça a été bien formalisé pour ne pas laisser la possibilité à chacun de faire ce qu'il veut comme il veut. Les éléments qui doivent se retrouver dans ce compte rendu, donc il y a entre autres le contexte et le problème qui a poussé à faire ce travail, la méthode qu'on a suivie, les résultats qu'on a obtenus et la comparaison avec ce qui existe déjà. Donc, quand on parle d'article scientifique, en fait, c'est simplement comme un rapport d'activité, un rapport d'un travail qu'on a fait et qui respecte juste certains canaux et publié dans un journal scientifique. Et en gros, je crois que la plupart des personnes connaissent cette structure, du moins si vous avez déjà lu un article, vous avez certainement vu ça. Première partie en général qu'on va considérer peut-être comme des préliminaires, c'est les titres de l'article, les auteurs, l'abstract, les mots-clés, etc. Qui d'ailleurs représentent la partie que la plupart des personnes vont lire concernant votre article. Et c'est pour ça que c'est un élément central et capital. Ensuite, on a l'introduction qui explique pourquoi on fait ce qu'on a fait, c'est ça le why. On a la méthode qui explique comment est-ce qu'on l'a fait, ça c'est le how. Ensuite, on a les résultats qui expliquent le what. Qu'est-ce qu'on a donc trouvé en faisant cela? Et on a la discussion et la conclusion qui nous renvoie à so what. On a ça et puis quoi ensuite et quoi après et qu'est-ce que ça implique. Donc, en gros, c'est ça les éléments qu'on va retrouver dans un article scientifique, dans le compte rendu du travail de recherche qu'on aura mené. Et cette histoire ne date pas d'hier, en fait. Ça, c'est une capture d'écran du premier article qui a été publié. Ça, c'était en 1965. Voilà, bon, ça fait plus de 350 ans que ce dont on parle là existe et est échangé entre les différents chercheurs. Et aujourd'hui, tenez-vous tranquille, on a près de 2 500 000 publications chaque année, ce qui fait à peu près 4 publications par minute. Donc, depuis que nous sommes là, je crois que ça fait peut-être 15 minutes. Il y a minimum 40 articles qui sont sortis pendant que nous étions là en train d'échanger. C'est vous dire à quel point ça va vite, à quel point c'est une pratique qui est courante, qui est commode. Et ça, c'est davantage pour nous amener à comprendre que la publication d'articles, ce n'est pas quelque chose d'abstrait ou de mystique ou de compliqué, je ne sais pas quoi. Mais en fait, c'est quelque chose qui est simplement lié à ce que on partage les éléments qu'on est en train de pouvoir utiliser. Le nombre d'articles qui est publié chaque jour, c'est à peu près 6 800. Et quand vous faites le calcul, on est environ à 4 publications chaque minute. Donc, c'est quelque chose, c'est peut-être seulement dans notre contexte, dans notre environnement, que ça a l'air d'abstrait, d'un truc waouh extraordinaire, mais en fait, ça devrait être une pratique courante pour toute personne qui se trouve dans le domaine de la recherche ou qui fait dans la science en général. Voilà. Et ça, c'est une cartographie qui décrit à peu près la répartition des publications dans le monde. Et ici, ça, c'est le nombre de publications par million d'habitants qu'on a. Comme vous allez voir, on a des zones qui sont très colorées en Amérique du Nord, en Australie ici, et en Europe, et un peu en Asie là. Voilà, c'est vraiment des endroits où on a énormément de publications, énormément de publications. Et plus on descend, malheureusement, plus ça s'éclaircit. Certains endroits même, quasiment, c'est jaune, il n'y a pratiquement pas de données à cet endroit-là. Et on peut clairement se rendre compte que le gap, il est énorme. Si on prend le cas du Cameroun, par exemple, le pays où je me trouve, qui est là au milieu, on a moins de 300 publications par million d'habitants. Ça, c'est le nombre de publications annuelles. Tandis qu'il y a d'autres pays, on a plus de 6 000.
Ça veut dire qu'il y a des pays où on publie 20 fois plus que dans le nôtre, ce qui est juste dommage. C'est-à-dire dans cette pléthore de publications qu'il y a chaque minute, chaque jour, nous sommes un peu comme ceux qui sont laissés derrière. Alors qu'en réalité, l'endroit où on a le plus besoin de recherche et de donner de la recherche, c'est en fait ces endroits qui sont tout blancs, qui sont tout vides en termes de publication. Et ça, c'est pour nous encourager vraiment à ne pas lésigner sur les moyens, à ne pas être réticents, à ne pas rester en arrière, mais à se dire, tiens, on peut faire quelque chose, surtout que c'est possible, et c'est ça aussi l'objectif de ceci. Et on peut voir là, si on prend les pays africains en termes de publication, même en Afrique, on a surtout l'Afrique australe, donc on a l'Afrique du Sud, la Gambie, où on a pas mal de publications en termes de publication ratio avec la population. Et voilà, on verra que les pays comme le Cameroun, le Togo sont vraiment en reste là, ce qui nous interpelle encore et encore. Et en somme, ce qu'il faut comprendre, c'est juste que un article scientifique, c'est j'ai un message clair, issu d'un travail scientifique bien conduit, je peux le publier, je peux faire un article. Et on a vu de nombreuses raisons qui peuvent motiver quelqu'un à publier un article. C'est donc quoi les étapes par lesquelles on va passer. Souvent, le processus ressemble un peu à cette image que vous avez là. Donc, souvent, quand quelqu'un pense à un article, il a l'impression que il y a des gens qui l'attendent sur le chemin avec des gourdins, avec des machettes, avec des haches pour arriver à la fin à ce but qui est papier accepté. Ça peut parfois ressembler à un parcours de combattant, mais ça, c'est surtout lorsqu'on n'a pas la maîtrise et la capacité. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis auteur d'à peu près, je dis à peu près parce qu'il y en a qui sont en cours de publication en ce moment, une trentaine d'articles que j'ai moi-même rédigés et ça m'a permis en fait de davantage comprendre le processus, comprendre comment est-ce que ça se passe là-dedans. Et quand on y met le pied, on se rend compte qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça de publier un article scientifique. Voici à peu près les étapes par lesquelles on va passer. Je vais prendre un peu de temps ici pour bien expliquer ça, pour qu'on ait cette image en tête. Et on a une estimation du nombre de jours que ça peut prendre en général. Voilà. Donc la première étape en général, c'est quand j'ai fini de rédiger mon article en suivant les principes qu'on verra un peu dans la suite, il faut revoir ça en interne. Ça veut dire souvent il faut faire relire par les co-auteurs, par d'autres personnes qui ont un peu plus d'expérience en matière de rédaction d'articles, qui peuvent justement apporter des inputs qui sont suffisamment pertinents. Ça peut prendre une semaine ou un peu plus selon la disponibilité. Ensuite, on va le soumettre à un journal. C'est-à-dire, on va aller sur la page internet du journal, encore que la plupart des journaux aujourd'hui font des soumissions en ligne. Je vais sur leur page internet, je suis leurs critères, leurs principes qu'ils ont définis et je soumets mon article. En général, il faut compter à peu près un mois pour le temps de la revue. Parce que ce que les journaux vont faire, les journaux n'ont pas une équipe de revues qu'ils payent. Les journaux cherchent des revues partout dans le monde. D'ailleurs, je suis revu peut-être dans trois ou quatre journaux qui m'envoient régulièrement des articles pour relire et corriger. Et c'est ça le processus en fait. Donc, ils vont prendre le temps de chercher des personnes qui peuvent relire l'article, qui peuvent apporter des commentaires, apporter des corrections. Ça peut prendre un mois, parfois un peu plus selon le journal, selon la difficulté qu'ils ont à trouver des reviewers, etc. Et une fois que les revueurs ont fini, c'est des personnes comme vous et moi qui ont un peu d'expérience en matière d'articles, surtout dans un domaine, ils vont renvoyer au journal qui va faire également certains checks pour se rassurer que ça cadre bien avec les commentaires qui sont mis, sont corrects, etc. Et on va retourner donc à l'auteur avec une décision qui en général peut être soit refusée, ça arrive. Oui, ça arrive. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai soumis des articles qui ont été refusés. Soit c'est accepté sous réserve de certaines corrections. Là, ce sera à vous maintenant d'apporter ces corrections-là et de resoumettre. Ou, dans quelques très rares cas, c'est accepté sans correction. C'est arrivé une seule fois dans les articles que nous avions eu à publier où on a soumis. Je a dit, ben, OK, c'est parfait, on publie en l'état, pas de choses à revoir là-dessus. Donc, c'est souvent ça l'étape de révision. Et il faut se dire que ça peut vraiment faire beaucoup de va-et-vient. Donc, je peux se corriger. Le journal dit non, change encore, je corrige, change encore, jusqu'à atteindre la version qui est correcte. C'est pour ça que vous voyez, il y a ici Subsequent Peer Review. Donc, on peut avoir beaucoup de revues qui sont faites. Et à un moment donné, donc, quand tout est correct, l'article est accepté pour publication. Et c'est souvent ça, le message qui fait un peu, ou le mail qui fait un peu chaud au cœur. Le journal qui vous dit, tiens, votre article a été accepté pour publication. Voilà. Maintenant, après l'acceptation, il y a souvent un temps qui va passer 2 à 3 semaines
pour la mise en forme, quelques formalités d'accord avec le journal avant que l'article puisse être disponible et puisse paraître en ligne. Donc, en gros, voilà un peu les étapes par lesquelles on va passer. Et en fait, chacune de ces étapes a quelques techniques, quelques connaissances à avoir, quelques approches à considérer pour arriver à la fin à voir son article qui est publié en ligne et à réduire ce gap qui peut être clairement observé entre les différentes régions. Et parlant de publication, on peut avoir plusieurs types d'articles en fait. Souvent, certaines personnes voient les articles comme une seule chose unique, mais non, on peut avoir plusieurs types d'articles là-dedans. Ça, c'est quelques exemples, ce qu'on appelle des articles originaux, qui veulent simplement dire un travail de recherche qui n'a pas encore été publié ailleurs, tout simplement. C'est ça un article original. On peut avoir des revues de littérature ou des mises au point, on peut avoir des revues systématiques, on peut avoir des cas cliniques qu'on appelle des case reports, on peut avoir des éditoriaux, des lettres aux éditeurs et d'autres choses encore dans ce sens. Donc, il n'y a pas que les articles originaux, tout ça sont des possibilités de publication et qui sont considérés comme tels. On va juste parler de un ou deux de ces types. Voilà, article original, c'est en fait un travail qui rapporte un fait nouveau, comme je l'ai dit, non encore publié. Le plus souvent, c'est un travail de recherche qu'on n'a pas eu à publier avant et qu'on publie pour la première fois. Voilà. Et ce sont des résultats donc, qui vont être publiés dans un journal ou dans une revue. Et l'essentiel, c'est de savoir montrer en quoi est-ce que le travail que j'ai fait est novateur, en quoi est-ce que c'est original, qu'est-ce que ça apporte de nouveau. C'est pour ça qu'on parle donc d'un article original. À côté de ça, on a les revues systématiques, qui est un type particulier de publication qui se base en fait sur les données déjà publiées. Donc, qui va rechercher de manière systématique tout ce qui est publié, de manière reproductible, évaluer la qualité et éventuellement faire une synthèse par ce qu'on appelle une méta-analyse. Et en réalité, c'est ça le type d'article qui a le plus grand niveau de preuve. Ça veut dire, lorsqu'on a un résultat qui est issu d'une revue systématique, en général, on peut se fier à ça beaucoup plus que lorsqu'on a plutôt quelque chose qui vient d'un article original, parce que les revues systématiques, en fait, ont plus d'exigences, plus de méthodologie et plus de choses qui vont dans ce sens-là. Et les case reports, en général, vont rapporter un fait particulier, une observation qu'on a eue et qui n'est pas très courante et qui nécessite en fait soit de regarder de plus près, soit de faire d'autres journaux, etc. Et il faut noter qu'il y a peu de journaux qui l'acceptent de moins en moins. On a des journaux qui acceptent des case reports. Parce qu'à un moment donné, c'était devenu voilà, un peu comme le chemin facile pour certaines personnes. On a d'ailleurs vu des case reports avec 15 auteurs, 20 auteurs, et on comprend qu'on est vraiment là dans la logique de publish or perish, vraiment des gars qui veulent publier à tout prix. Or, c'est pas ça. Il y a pourtant beaucoup de choses qui peuvent être faites et qui peuvent être publiées. Et les autres types d'articles, on pourra en parler une autre fois. Maintenant, pour terminer, donc, on va voir quelles sont les principales sections et qu'est-ce qui rentre dedans concrètement. Voilà, j'ai dit le deuxième aussi, c'était de pouvoir amener un peu à comprendre comment est-ce qu'on organise un article, comment est-ce qu'on le structure, comment est-ce qu'on arrive à le mettre en forme pour qu'il puisse être publiable et qu'il puisse être accepté. Ça, c'est le plan de base que vous allez voir quasiment partout. Titre et auteur, le résumé et les mots-clés, l'introduction, le matériel et méthode pour la section méthodologie, résultats, discussion, conclusion, références bibliographiques et éventuellement les tableaux et les figures si on en a. Le titre, en général, doit traduire clairement quel est l'objet de la recherche. Et il vaut mieux avoir des titres qui sont courts et qui sont attractifs. Le plus souvent, ce que moi je recommande aux personnes, c'est ne pas juste prendre le titre qu'on avait eu dans son mémoire ou dans sa thèse et de remettre là, non, mais de pouvoir donner un titre qui va amener les personnes à vouloir lire. Et une approche en général dans ce sens, c'est de donner un des résultats majeurs comme titre de son article. Par exemple, le titre d'un poster ou d'un travail que j'ai présenté récemment à un congrès, c'était de dire, par exemple, comme titre, les professeurs d'université utilisent moins les travaux de recherche pour leurs décisions. Ça, c'est le titre d'un travail de recherche. Quelqu'un va dire, mais purée, ça, c'est pas possible. La professeur d'université devrait pouvoir l'utiliser. Mais seulement mon titre dit qu'il ne l'utilise pas. Et ça va captiver la personne qui donne, qui va justement avoir envie de s'intéresser davantage. Ensuite, on a les différents auteurs, en principe ceux qui ont contribué au travail. Le premier auteur, souvent, c'est celui qui a fait le plus gros boulot, qui a écrit l'article, qui a collecté les données, etc.
Le dernier auteur, en général, c'est celui qui a supervisé, celui qui a coordonné, qui a initié le projet. Et maintenant, selon l'importance du rôle de chacun dans le travail, on va avoir l'ordre des différents auteurs parmi ces auteurs-là. Et je peux vous garantir, je crois que c'est une question que certains de mes collègues m'ont posée une fois, est-ce qu'on peut être premier auteur sans être enseignant à la faculté? Bien sûr. Je suis pas enseignant à la faculté, mais je suis premier auteur au moins d'une quinzaine d'articles parmi ceux que j'ai évoqués précédemment. Et voilà, c'est juste en termes de en quoi est-ce que j'ai contribué à la recherche et à la rédaction. C'est ça qui définit ce rôle de premier auteur. Ensuite, on a l'abstract qui permet de résumer l'essentiel des informations. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est le contenu que la plupart des lecteurs vont lire. Je crois d'ailleurs, ça, je n'ai pas d'études dessus, mais à mon avis, plus de la moitié des personnes ne lisent pas l'article, s'arrêtent au titre et à l'abstract, et c'était bon. Donc, ça fait qu'il faut savoir le redire de manière captivante, de manière à ce que ça va amener les personnes à bien comprendre le contenu de ce qu'on a dans son travail. Ensuite vient l'introduction, donc, qui est un peu comme l'étape où on intéresse la personne, on décrit l'état du problème, qu'est-ce qui nous a amené à faire ce travail, quelle est la question à laquelle on voulait répondre, quel est le but du travail en général. Et c'est un élément majeur parce que, en général, quand moi, par exemple, je dois réviser un article, c'est l'introduction qui me met dans soit la bonne humeur, soit la mauvaise humeur du travail que je suis en train de lire. Et donc, sincèrement, on peut rédiger votre article, du moins un review peut être déjà fâché seulement à partir de ce moment parce que ce n'est pas bien expliqué. Il ne comprend pas qu'est-ce que vous voulez faire concrètement. Et donc, c'est important de savoir bien bâtir ça. Ensuite, on a la méthodologie qui va décrire dans un ordre logique et chronologique comment est-ce que l'étude s'est passée avec le maximum de détails possibles. En général, il n'y a jamais trop de détails dans la méthodologie. Parce que plus c'est détaillé, plus ça va être clair et ça doit être suffisamment clair de manière à ce qu'on puisse répéter votre travail sans difficulté majeure. Pour ceux qui ont fait des revues systématiques, comme certains qui sont en ligne actuellement avec qui je travaille, on peut se rendre compte que souvent, quand la méthodologie n'est pas assez claire, on a du mal à évaluer la qualité du travail. Par exemple, si je fais une étude sur le diabète et je ne donne pas clairement la définition que j'ai utilisée pour le diabète, ça peut poser un problème sur la qualité de mon travail après. C'est pour ça que la méthode doit être suffisamment claire et suffisamment détaillée. Ensuite, on a les résultats donc, qui répondent précisément à la question de qu'est-ce que j'ai donc trouvé au terme de la collecte des données, au terme de l'analyse statistique, qu'est-ce que j'ai pu avoir comme information. Et c'est là où on va utiliser les outils statistiques convenables comme la moyenne, la médiane, le odd ratio, la valeur P, etc. Et comme je disais tout à l'heure, le meilleur chemin pour apprendre tous les éléments de la recherche, statistiques, méthodologie de la recherche, rédaction, etc., c'est de passer par je veux rédiger un article. Je peux vous garantir ça, vous en apprenez énormément. Après, on a dans la discussion qui est souvent facile à rédiger, mais qui est quand même la plus complexe en termes de rédiger ce qui est correct, qui nous permet en général de répondre à la question So what? Maintenant que j'ai trouvé ça, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi la suite après ce que je viens de trouver là? Voilà, les implications des résultats, ouverture vers d'autres travaux de recherche, etc. Et souvent, on va terminer avec une conclusion qui revient un peu sur la question qu'on a posée au début et qui va remettre au centre, voici le problème qu'il y avait au départ, voici l'élément qu'on a trouvé à la fin comme réponse à cette question-là. Et après, on a les références qui souvent doivent être selon le style du journal. En général, si on a utilisé un logiciel comme Zotero ou un autre ou d'autres logiciels de référence, le plus souvent, cette partie va pouvoir se gérer normalement sans qu'il y ait des difficultés majeures. Et on a souvent d'autres parties qui vont venir après, très importantes aussi, un peu comme des annexes, les mots-clés, les remerciements, les contributions des auteurs, parce que les journaux exigent de savoir qu'est-ce que chaque auteur a fait pardon, dans ce travail qu'on est en train de publier. Et on peut avoir souvent des appendices ou des annexes ou des supplements, comme on appelle en anglais, qui permettent souvent de rapporter d'autres résultats qu'on n'a pas mis dans la section principale. Et en fonction des journaux, on peut avoir beaucoup d'autres choses qui sont exigées. Certains journaux, par exemple, vont demander de faire signer par tous les auteurs une déclaration de conflit d'intérêts. D'autres vont demander d'autres choses vraiment qui vont suffisamment varier en fonction des différents journaux qu'on a en face de soi. Et pour terminer donc, sur ce point, voici à peu près une estimation du nombre de pages qu'on devrait s'attendre à avoir pour un article scientifique. En général, le titre doit être court, comme je l'ai dit. On dit souvent pas plus de 25 mots.
Parce que quand ça dépasse 25 mots, certaines bases de données en ligne ne peuvent pas supporter tout le titre, vont devoir le couper. L'abstract, en général, ne doit pas dépasser 250 mots. D'ailleurs, la plupart des journaux sont assez stricts là-dessus. Plus de 250 mots, ce n'est pas accepté. Maintenant, l'introduction, en général, va tenir sur une page et demie, maximum 2 pages. Si vous dépassez 2 pages pour l'introduction, probablement vous êtes en train de trop bavarder. D'ailleurs, j'ai certains articles où l'introduction tient sur demi-page, parce que vraiment, quand on sait être concis et précis, on arrive à aller droit au but. La méthodologie va souvent prendre entre 2 et 3 pages. Voilà, parce que ça, on veut vraiment détailler comment est-ce qu'on a fait, quelle population, quelle méthode on a utilisée. Et ça peut d'ailleurs être beaucoup plus que ça si on a beaucoup plus de détails à donner. Les résultats, ça inclut les tableaux, les graphiques et le texte des résultats même. Souvent, ça ne va pas dépasser 8 pages. D'ailleurs, la plupart des journaux vont limiter le nombre de tableaux. Il y a des journaux qui disent pas plus de 5 tableaux et figures pour tout l'article. Et donc, il faut savoir faire une synthèse, avoir un esprit de condensation, de choix de l'essentiel. Et enfin, on a la conclusion donc, qui souvent va tenir sur un paragraphe, souvent moins de 250 mots aussi, juste quelques phrases en général. Et les références 20 à 50 pour un article qui vont tenir sur 2 à 4 pages. Donc, avec cette image en tête, avec ces quelques éléments, ça nous permet d'avoir une idée un peu globale sur c'est quoi le processus pour les étapes de la publication, c'est quoi les éléments qu'on met dans un article scientifique avec les différentes proportions qu'on devrait retrouver dans ces éléments-là. Maintenant, pour finir, avant de passer à la phase des questions, je vais parler un peu du BML comme j'ai promis au début pour davantage permettre d'entretenir cette activité d'initiation à la recherche quantitative en santé, dont je suis l'auteur, ça fait quelques années maintenant, qui revient en fait sur tous les éléments méthodologiques pour la méthodologie de la recherche. Il y a notre page YouTube où vous aurez, je crois qu'on a maintenant plus de 50 vidéos sur des thèmes assez variés de la recherche, de la rédaction, de la présentation PowerPoint, etc. Ça, ce serait intéressant aussi. On a des séminaires qu'on organise, des masterclass comme celle à laquelle vous assistez aujourd'hui pour davantage renforcer les compétences. On a notre plateforme de formation en ligne. Je crois qu'il y a certains que je vois là qui suivent des formations actuellement sur notre plateforme, sur les masques de saisie, sur l'analyse des données, sur la rédaction d'articles, je reviendrai dessus. On a une plateforme de demande de services, parce que nous faisons aussi dans la prestation de services d'analyse statistique, d'accompagnement pour la recherche et quelques rares fois quand même d'accompagnement aussi pour la rédaction d'articles scientifiques. Et voilà quelques membres de notre équipe. Nous sommes une vingtaine maintenant, je crois, à peu près, qui travaillons dans cette optique-là. Et ça, c'est quelques autres réalisations de ce que nous avons à faire. Là, je vais juste insister un peu sur cette formation que nous avons actuellement. Ce que je vous ai présenté, c'est comme un aperçu, un extrait de cette formation, effectivement, mais qui est beaucoup plus développé parce que pour arriver justement à maîtriser tous les détails de chaque élément que j'ai expliqué là, c'est une formation qui tient, je crois, vous verrez là, sur 13 modules. On a quasiment un module pour chacune des étapes. Comment faire la recherche documentaire? Donc, ça, c'est sur la méthode de la recherche. Je vais aller sur celle de la publication d'articles. Voilà, c'est ça. Ça tient sur 14 modules, c'est effectivement ça. Donc, avec certains modules, par exemple, sur comment est-ce qu'on rédige les résultats concrètement, comment est-ce qu'on rédige la discussion concrètement, comment est-ce qu'on formate l'introduction avec des exemples et même comment est-ce qu'on s'y prend pour publier sur le site du journal. Et là, c'est vraiment un aspect qui est assez pratique où on prend un exemple d'article qu'on avait à publier. On va sur le site, on clique, on entre ici, telle information, il faut mettre telle chose, ensuite aller ici. Et avec la réponse que les reviewers ont donnée, comment est-ce qu'on répond aux reviewers, comment est-ce qu'on formule cette réponse-là. Et ça prend un peu plus de temps en fait. Voilà, c'est également une formation donc, que nous offrons en plus des autres que j'ai évoquées précédemment sur le masque de saisie, sur l'analyse statistique de données avec R, avec SPSS. Et là, vous avez nos différents contacts par lesquels vous pouvez avoir accès à nous, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par mail, notre site Internet, notre page YouTube, et etc. Et je vais finir avec cette citation donc, que j'aime beaucoup, voilà, qui est de moi. Je l'ai un peu compilée de mon expérience. Mener une recherche sans maîtriser la méthodologie, c'est aussi grave que poser un acte chirurgical qu'on n'a jamais appris dans un contexte où il y a des spécialistes qui sont qualifiés. Je suis sûr que si je vous raconte une histoire en disant, j'étais à Bonas l'autre jour, il y a un infirmier qui faisait la césarienne dans sa chambre. On va dire que, hey, scandale, ça va passer au fait divers, le tour de WhatsApp.
Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui font la recherche dans le même état, qui n'ont pas appris et qui se lancent, qui font des choses qui sont parfois catastrophiques et horribles dans un contexte où on peut pourtant apprendre à faire de la recherche et bien la faire. Merci, je vais m'arrêter là. J'espère avoir apporté quelques éléments d'information utiles pour vous.